Donc, ensemble, aujourd'hui, nous allons comprendre comment travailler sur la planète Mars va nous permettre de déchiffrer les archives perdues de la Terre. Alors, pour ce faire, je vais me servir des instruments qui sont à bord du robot Curiosity, ces nombreuses caméras, pour pouvoir vous emmener dans ce voyage. Donc, ce robot est sur Mars depuis 2012. Mars, c'est pas la porte à côté, c'est 400 millions de kilomètres, c'est 9 mois de voyage. Et pourtant, au quotidien, on communique avec lui via les ondes électromagnétiques en 15 minutes, soit à peu près le même temps qu'il me faut pour faire une TEDx conférence. Donc, comme vous le savez tous, Mars est comme l'ensemble des planètes du système solaire, une vieille dame de plus de 4,5 milliards d'années. Mais elle est la seule, avec la Terre, à être dans la zone habitable. La zone habitable, c'est-à-dire qu'elle est à une distance du Soleil qui est telle que sa température en surface autoriserait l'existence d'eau liquide, condition nécessaire à l'éclosion du vivant. Et pourtant, comme vous le savez peut-être, Mars est un bloc tout desséché, gelé, extrêmement désertique. Elle a perdu l'eau liquide à sa surface, donc elle a perdu son bel équilibre, alors que la Terre, sur laquelle nous vivons, est dans la même zone, est la planète bleue, et qui a gardé ce superbe équilibre. Mais pourtant, la Terre n'est pas parfaite non plus. Car si on s'amuse à raconter l'histoire de la Terre sur un livre qui ferait une centaine de pages, eh bien on est mal, parce qu'il nous manque les 10 premières pages. Vous voyez, la Terre, elle est née comme toutes les planètes, il y a 4,5 milliards d'années, et de 4,5 à nos jours, les 500 premiers millions d'années, eh ben, on n'a pratiquement aucune trace. On a pratiquement perdu toute trace des premiers continents qui sont apparus sur la planète Terre. Et c'est bien embêtant, parce que c'est à cette époque-là que la vie est apparue sur Terre. Donc, il va falloir trouver une astuce. Et pourquoi on n'a plus ces 500 premiers millions d'années? Parce que sur Terre, il y a un processus qui s'appelle la tectonique des plaques et qui va rajeunir le visage de la Terre en permanence. Donc, elle va être liftée, elle va perdre sa mémoire, elle va être amnésique. Et à la différence de cela, eh ben sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc, ce qu'on espère quand on va sur Mars, c'est lire dans les archives de Mars le passé perdu de la Terre. Alors Mars, depuis une quarantaine d'années, de nombreuses sondes se sont succédées et ont permis d'établir déjà une carte topographique. Alors sur ce planisphère que vous voyez, les couleurs chaudes correspondent à des reliefs élevés au-dessus de 0 jusqu'à 12 000 mètres d'altitude. Les zones bleues correspondent à des reliefs profonds, donc en dessous de 0 jusqu'à moins 5000 mètres. Que remarquez-vous? Tout l'hémisphère sud de la planète Mars, c'est un haut plateau extrêmement élevé, très plat, cratérisé, tout à fait lunaire. Ce plateau est extrêmement ancien. Vous voyez tous ces terrains que vous voyez en jaune, ils ont entre 4,5 et 3,7 milliards d'années. Donc c'est presque 60% de la surface de Mars qui est ancienne. C'est tout ce qu'on n'a pas sur Terre. Vous voyez aussi qu'il y a un équateur extrêmement sinueux. Vous voyez aussi à gauche un bombement volcanique absolument prodigieux d'où percent 4 boutons blancs qui sont des volcans gigantesques, dont le mont Olympe, qui fait 20 km d'altitude, qui est le plus haut volcan du système solaire. Et enfin, vous avez une plaine au nord qui est beaucoup plus récente et qui est très profonde par rapport au plateau de l'hémisphère sud. Donc en fait, si Mars a toutes ces caractéristiques, donc exagération verticale de ses reliefs, alors qu'elle est 2 fois plus petite que la Terre, tout y est 2 fois plus grand, tous les terrains anciens sont extrêmement développés, c'est précisément parce qu'il n'y a pas eu de tectonique des plaques. Alors maintenant, l'histoire géologique de Mars peut se résumer à 3 grandes périodes, le noachien, l'hespérien et l'amazonien. C'est le noachien qui va nous intéresser, parce qu'il correspond à cette période très ancienne où la vie serait peut-être apparue sur Terre. Donc le noachien, quand on a scruté les terrains de l'hémisphère sud martien, donc ces hauts plateaux cratérisés, on a vu des stigmates absolument fabuleux que sont des vallées fluviales dendritiques qui prouvent que l'eau à cette époque a coulé en abondance à la surface de Mars.
au point même qu'on pense que ces rivières auraient nourri un océan dans la partie boréale de l'hémisphère nord de la planète Mars. Autre chose, dans cet hémisphère sud, sur ces plateaux cratérisés, on trouve plein d'argile. C'est quoi une argile? Vous prenez un basalte que vous mettez dans l'eau pendant des milliers d'années. Et bien en fait, il va se dissoudre, il va se transformer en argile, qui est un minéral gorgé d'eau. Donc en sens inverse, si vous trouvez des argiles à la surface d'une planète, c'est que l'eau a ruisselé pendant des milliers et des milliers d'années. Et puis après, donc on en conclut donc, que dans cette période précoce, Mars primitive, il y avait un climat tropical, chaud et humide, l'atmosphère était plutôt épaisse avec plein de nuages comme sur Terre. Et 3,7 milliards d'années, catastrophe climatique. Qu'est-ce qui se passe? Les grands volcans se mettent en éruption avec des émanations sulfurées absolument toxiques. Et puis le champ magnétique s'arrête. Et le champ magnétique d'une planète, c'est ce qui permet à la planète de maintenir son atmosphère autour d'elle. Si le champ magnétique disparaît, l'atmosphère a tendance à se volatiliser. Et à ce moment-là, c'est le contraire de l'effet de serre. L'effet de serre qu'on est en train de connaître actuellement. Là, c'est l'inverse. Donc, il se met à faire un froid pelard, si j'ose dire, et la pression atmosphérique chute de telle sorte que l'eau liquide n'existe plus à la surface de la planète. Il existe de l'eau, certes, mais sous forme de glace ou sous forme de gaz. Et donc, Mars est devenu, à partir de ce moment-là, le frigidaire inhospitalier que l'on connaît. Donc, en résumé, finalement, Mars, donc, elle a perdu cet équilibre donc, lié à cette catastrophe climatique, mais par contre, c'est une vieille non liftée, elle a la mémoire de ses origines, ce qui est exactement l'inverse pour la Terre, puisque la Terre, effectivement, elle n'a pas eu cette catastrophe, elle a permis que d'être unicellulaire avec l'évolution, on arrive aux hommes que nous sommes, qui envoient des robots sur Mars, mais par contre, elle a perdu la mémoire de ses origines. Donc l'objectif des missions martiennes, c'est de se dire, si Mars a connu l'émergence de la vie en même temps que sur Terre, peut-on trouver des traces de cette émergence dans les terrains très anciens de la planète? Et donc on va chercher des molécules organiques, notamment dans les feuillets d'argile. Toutes les femmes ici ont peut-être mis de l'argile sur leur visage pour enlever les points noirs. Les argiles, c'est des pompes à matériel organique. Donc c'est dans les argiles qu'on va chercher ces traces. Donc deux conditions, il a fallu choisir un terrain extrêmement ancien, donc dans l'hémisphère sud de Mars, que vous voyez orangé, et on a choisi le cratère de Gale, qui est un cratère qui fait 150 km de diamètre. Il est profond, vous voyez ce croissant bleu, mais surtout au milieu, il y a une montagne magique qu'on appelle le mont Sharp. C'est une montagne d'argile en feuillet qui fait plus de 5000 mètres d'altitude. Et là, c'est l'Eldorado de la mission. C'est l'endroit où on voulait tous aller pour chercher ces molécules organiques. Mais il fallait autre chose. Il fallait un robot ultra sophistiqué. Donc là, c'était au début de la mission. Vous voyez Curiosity, au loin, le mont Sharp, avec le cordon dunaire, notre destination ultime. Et là, on est dans une plaine argileuse. Alors, ce robot, c'est un robot incroyable. Il fait près d'une tonne. Il a 6 roues motrices. Il a un grand bras de 45 kilos. Et il a un mât. Et vous voyez en haut du mât un laser. Le laser ChemCam sur lequel je travaille est un laser français sur un robot américain. C'est la première fois, il faut que vous le sachiez, qu'on envoie ce type de laser dans l'espace, capable d'analyser les roches à distance, les roches, le sol, tout ce que vous voulez. Alors, à côté de cet instrument, il y en a 9 autres, tous aussi sophistiqués, les uns que les autres. Et notamment, on a un autre instrument franco-américain qui permet de mesurer les SNOPS. SNOPS, c'est quoi? Carbone, azote, phosphore, oxygène, soufre, c'est tous les éléments en trace à la base du vivant. Donc cet autre instrument est extrêmement important aussi. Et puis on a 17 paires d'yeux, 17 caméras qui nous permettent de scruter activement le sol de la planète Mars. Alors, vous allez me dire 15 minutes pour échanger, mais on ne joue pas avec le robot comme avec un joystick. Comment ça se passe? Vous avez 10 instruments, vous avez 50 chercheurs par instrument. Ça fait 500 personnes qui, tous les jours, doivent se mettre d'accord
pour les objectifs à fixer à ce robot. Alors comment on fait? Le robot, il travaille toute la journée. Et quand il va se coucher, nous, on se réveille. On reçoit toutes les données en rafale. On est en groupe thématique ou en groupe instrumental. On s'organise en brigade. C'est extrêmement militaire. On voit défiler ce curseur rouge. On ne peut pas être en retard. Et là, vous voyez, c'était un jour où il y avait les femmes françaises qui travaillent sur le laser Curiosity. Et donc, on se réunit et on va préparer la journée du lendemain. Et en fin de nuit, pour nous les Français, parce qu'on doit être coordonnés avec les Américains, eh ben, on va envoyer tout ce qu'on veut faire au robot dans la journée N, voire N+1. Donc, pardon. Donc, en résumé, on a atterri au fond de ce cratère au niveau du point 1. Et on a fait ce chemin jusqu'au point 4. Là, on est en ce moment au pied du mont Sharp. 17 km en 5 ans, vitesse de pointe, 40 cm/h. On ne va pas très vite. Et sur ce chemin, donc on a rencontré d'abord tous les éléments nous prouvant qu'il y avait une rivière fossile, la rivière Pisvalis. Après, d'autres éléments nous prouvant qu'on était tombé au fond d'un lac asséché. Enfin, on a franchi un cordon dunaire et on est au pied du mont Sharp. Donc, je vais vous montrer ces échantillons. Donc là, ce sont des conglomérats. Les conglomérats, ce sont des roches qui tracent une rivière fossile. Vous êtes toutes baignées l'été dans des torrents. Vous voyez que le courant du torrent va émousser les cailloux qui deviennent des galets. Et vous êtes aussi chatouillés par des petites particules d'argile. Donc maintenant, imaginez que le torrent s'assèche pendant des milliers d'années. La roche qui va résulter de cet assèchement, c'est un conglomérat. Donc une roche avec un ciment argileux et plein de petits galets. Vous avez ce genre de roche sur le terrain, géologue terrestre, extraterrestre, vous savez qu'il y a une rivière. Après, on est allé dans ce terrain, c'était comme une petite cuvette tapissée de dallages argileux absolument magnifiques, rougeâtres. On a fait nos premiers forages. Vous voyez, l'argile est oxydée en surface, réduite en profondeur. Et après, on a fait plein d'analyses sophistiquées. Et dans un de ces forages, on a trouvé, vous voyez, la petite molécule hexagonale de l'hexachlorobenzène qui prouve qu'on avait, en ce point-là, un substrat de matière organique à définir. Mais en tout cas, on avait un peu de carbone. Après, nous sommes arrivés au niveau des dunes. Alors, les dunes sur Mars, c'est extraordinaire. Ce sont des cordons dunaires tout noirs. Parce que sur Mars, il n'y a pas de quartz, il n'y a pas de carbonate qui donne la couleur jaune de toutes nos dunes de sable sur Terre. En fait, les sables sont faits de petits minéraux ferro-magnésiens comme le péridot, vert olive et vert foncé. Donc les dunes sont extrêmement sombres. Et comme l'air n'est pas turbulent mais subit des écoulements laminaires, vous avez des espèces de drapés absolument merveilleux. Et puis on a franchi aussi des paysages de ce type. On se dirait au New Mexico, à Santa Fe, là où il y a des films de cow-boys, vous voyez ces douces pentes argileuses surmontées par des bandes de grès extrêmement dures. Donc ça, c'est encore des paysages que nous avons franchis. Enfin, nous sommes arrivés il y a quelques mois. Vous voyez, là, sur ce petit cartoon, vous voyez le robot Curiosity, on est sur la formation de Murray, au pied du mont Sharp. On est au pied de ce colosse, au pied d'argile, si j'ose dire, de cet empilement d'argile, et on multiplie les forages pour chercher ces traces de molécules organiques. On en a trouvé une fois, va-t-on en retrouver? Il nous reste 3 ans pour essayer de voir si on trouvera ces molécules qui seraient peut-être des éléments qui nous prouveraient peut-être que la vie est apparue sur Mars. Alors, quand on fait de la géologie sur Mars, il me plaît souvent de rappeler cette parole des premiers cosmonautes qui revenaient de la Lune et qui disaient « On croyait découvrir la Lune, on a découvert la Terre. Et nous, on croit découvrir Mars. Mais ce qu'on espère, c'est découvrir nos origines, l'origine du vivant sur Terre. »